Rebonjour tout le monde. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir de modérer ce panel intitulé « Le défi du leadership féminin ». Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation pour dérouler avec vous ce panel combien très important. En ce jour d'élection législative de l'année 2024, je souhaite fortement que ces élections se passent dans la paix et que les gagnants en sortent regaillardis et que le Sénégal en sorte gagnant. Nous avons comme thématique la parité dans les instances électives et semi-électives. La loi sur la parité, je suis devant une assemblée, je reconnais les figures entourées de personnes épris de justice et d'égalité qui ont tous combattu pour que cette loi sur la parité voie le jour. Donc c'est le lieu de remercier tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui se sont engagés pour que la parité aboutisse à cette loi dont nous allons parler très brièvement, parce que déjà une loi qui nous est toute familière, mais on va essayer de dire quelques mots pour susciter le débat et en discuter ensemble entre nous. Donc je dirais que si l'on interroge l'histoire politique du Sénégal, nous verrons que les femmes ont toujours joué un grand rôle dans la politique de leur communauté ou de leur État par leur ferme détermination et engagement. Cela va depuis la période avant les indépendances, où nous avons eu nos vaillantes linguères, Djembot Mbodj, Ndate Yalla. Après les indépendances, nous notons le rôle combien important de Soukaina Konaré et Toutane Basse pour le droit de vote qui était réservé aux Français et qui était limité pour les citoyennes des 4 communes qui avaient la nationalité française aussi, pour ne citer que cela. Mais vous savez que les héroïnes au Sénégal, on ne les compte pas. Mais on peut dire que la loi instituant la parité homme-femme dans les instances électives et semi-électives au Sénégal est le résultat de luttes menées par plusieurs générations. Cependant, l'accent devra être mis sur le rôle déterminant du COSEF en synergie avec l'Association des juristes sénégalaises, AJS, le comité de lutte contre les violences faites aux femmes, CLVF, la Fédération des associations féminines du Sénégal, FAFS, le Rassemblement africain pour la démocratie et les droits de l'homme, RADO, SOS Équilibre, et 21 mouvements de femmes de partis politiques et de tous les acteurs qui interviennent pour les droits de l'homme au Sénégal, qui se sont mobilisés, qui ont combattu, qui ont sensibilisé pour que cette parité voie le jour. Il a été important de noter la mise en place d'un comité de suivi pour la parité. Après la loi sur la parité aussi, il faut noter l'Observatoire national de la parité et le réseau de veille et d'alerte pour l'application effective de la loi sur la parité. Donc essentiellement, c'est ce qui nous a amené à avoir cette loi en 2010. Les fondements de cette loi, elles sont essentiellement juridiques. Au plan international, comme vous le savez, le Sénégal a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration des droits de l'homme de 1948, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, bref, à tous les instruments internationaux adoptés par l'Organisation des Nations Unies pour la promotion de la femme. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 17 juin 1981, ainsi que le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique de 11 juillet 2003, appelé protocole
de Maputo est aussi d'un grand apport. Au plan national, nous avons essentiellement notre constitution et notamment la constitution du 22 janvier 2021 qui réaffirme son adhésion au préambule, dès son préambule, son adhésion à tous les instruments internationaux et prévoit en son article 98 que les conventions, traités internationaux régulièrement ratifiés ont une valeur supranationale, reconnaît aux femmes le droit à la dignité, le droit à l'égalité, etc. En somme, le droit à la protection de ces droits légaux. L'article 5, alinéa 5, dispose que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et aux fonctions. Mais si l'on veut parler du contenu de cette loi, à savoir la loi 2010-11 du 28 mai 2010, instituant la parité absolue homme-femme, qui a été votée le 14 mai 2010 par l'Assemblée nationale, adoptée par le Sénat le 19 mai de la même année et promulguée le 28 mai 2010. Vous avez vu que ça est allé très vite parce qu'il y avait urgence à mettre les femmes à leur place. Une loi très simple qui comporte seulement 4 articles, mais 4 articles d'une simplicité, d'une concision et qui ne prête à aucune confusion. Alors, dans l'article 1er, la parité absolue homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives. Article 2, on nous dit que les listes de candidature sont alternativement composées des personnes des deux sexes. Lorsque le nombre est impair, la parité s'applique au nombre pair immédiatement inférieur. Les listes de candidature doivent être conformes aux dispositions ci-dessus sous peine d'irrecevabilité. Je pense que c'est très clair et la mauvaise interprétation ne s'y prête pas. Les conditions d'application de la présente loi sont définies et précisées par un décret. Donc il y a un décret qui est venu compléter cette loi pour préciser les modalités de mise en œuvre de la loi sur la parité. Donc la loi sur la parité au niveau de toutes les institutions totalement ou partiellement électives prescrit que les listes de candidature soient alternatives. Ça a posé un problème parce qu'au début, on mettait les hommes en tête de liste et les femmes. Mais depuis que cette réglementation a été éclaircie, il n'y a plus possibilité de faire de la magouille et les femmes sous peine d'irrecevabilité. Si la liste n'est pas présentée de façon alternativement, la sanction, c'est l'irrecevabilité. Comme vous le voyez, cette loi permet donc un égal accès aux instances de décision. Elle constitue un levier important pour garantir l'égal accès des hommes et des femmes aux instances de décision électives ou semi-électives. Elle constitue donc une loi qui est simple, claire, précise, concise et qui ne prête à aucune confusion, comme je l'ai dit tout de suite. Si elle est appliquée dans toute sa rigueur, il n'y aurait aucun doute que toutes nos instances électives et semi-électives seraient paritaires. La portée de la loi sur la parité. La loi sur la parité que nous avons tout de suite visitée constitue un outil stratégique de promotion de la participation des femmes à la prise de décision. En effet, elle a permis une plus forte présence des femmes dans les instances électives et semi-électives. Aux élections législatives de 2012, l'Assemblée a enregistré la présence de 64 femmes et 86 hommes, soit un taux de 42,7% de femmes dans sa composition et qui porte notre pays au 6e rang mondial. Aux élections municipales de 2014, 47% de femmes élues contre 16 auparavant.
il est donné la possibilité d'agir en justice pour faire annuler tout acte ou décision contraire à la loi sur la parité ou son décret d'application. La vulgarisation de la loi sur la parité, rôle de la société civile, de l'Observatoire national de la parité et du réseau de veille et d'alerte, mais aussi de l'État, est un combat qui doit être mené non pas par les femmes seulement, mais aussi par tous les citoyens et citoyennes épris de droit et de justice pour un état de droit. Voilà l'économie de ma contribution, qui est très peu, mais qui va nous permettre de susciter le débat. Voilà, mesdames et messieurs, s'il y a des messieurs, il y en a, il y a le caméraman. Je suis au terme, j'ai griffonné quelques axes de réflexion. Penda m'a appelé hier pour me dire qu'on vous attend pour parler de la parité. Et j'ai pu quand même partager avec vous ce que vous savez déjà, mais qui nous permettra ensemble d'en discuter et de relever les problèmes. Et ça, je pense qu'à ma suite, Maître Patricia Legdiop va nous en parler. Vous savez que la parité n'a pas été appliquée dans toute sa rigueur, qu'il y a eu beaucoup de recours et que nous avons eu gain de cause par rapport à ces recours et que nous espérons avec ces élections que nous organisons actuellement que le taux de participation des femmes au niveau de l'hémicycle augmentera et que la parité sera atteinte en fin de compte. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, Amie Khady, pour cette présentation. Même si tu la trouves sommaire, elle est quand même complète. Hein? Il y a eu quand même les rappels historiques des pionnières, la lutte. Et ça, c'est important parce que la lutte pour la parité ne date pas de 2010. Elle a quand même, comme tu as dit, suivi un processus historique qui a abouti à ça. Et ta conclusion également est très exacte. Si aujourd'hui on a obtenu cette loi sur la parité grâce à la lutte des femmes depuis avant les indépendances jusqu'à maintenant, il reste à dire que tout n'est pas encore acquis. La parité est acquise, la loi succincte et claire a été votée, mais on se heurte maintenant à son application correcte. Parce qu'il y a encore, même s'il y a encore des listes qui sont rejetées pour non-conformité à la parité, l'application est quand même assez laborieuse. Et pour moi, je pense que le plus gros problème, c'est la stratégie, les entreloupettes qu'utilisent vraiment les politiques pour écarter les femmes de certaines positions. Par exemple, je pense au poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Premièrement, on n'a jamais encore vu une femme tête de liste. On a encore, à l'Assemblée nationale, lors de la première législature après le vote de cette loi, une femme était en position de vice-présidente. Et tout de suite, il y a une loi que je trouve pas légale qui a mis hors du champ de la parité le poste de président de l'Assemblée. Ce qui a été démenti par les cours des tribunaux, mais qui toujours n'est pas appliqué. Donc on a toujours le combat à mener encore. Et donc c'est pour dire que voilà, tout n'est pas encore acquis, il faut continuer la lutte. Patricia Legdiop, que tout le monde connaît, qui est une membre fondatrice presque de l'AGS, parce que c'est une des plus jeunes à l'époque de l'AGS et une des grandes pionnières. Une pionnière également dans le métier de notaire à Dakar, et également qui était là dans les années 2010 quand on créait Etudjam. Et donc Patricia n'est pas inconnue d'une... Etudjam, oui, j'ai dit Etudjam. À l'époque, je me rappelle quand elle intégrait Etudjam au nom de l'AGS, moi j'étais au courant, mais j'étais encore en activité dans la police, je ne pouvais pas intégrer. Et ça, mais on a suivi. Et elle nous a dignement représenté également. Donc c'est avec plaisir que je vais donner la parole à Patricia pour qu'elle nous parle des obstacles à l'application de la loi sur la parité que j'ai failli brosser tout à l'heure d'ailleurs. Patricia, je te donne la parole. Ok, merci. Ah oui, bienvenue Madame Seynabou Ndiaye, bonjour. Merci et
rebonjour à toutes mes sœurs, amies, nièces, filles, petites filles, voilà. Merci Abi pour ces mots bienveillants à mon endroit. Merci Khadi. Nous sommes comme par hasard 3 membres de la JS, par hasard. Merci Khadi pour ton brillant exposé. Bon, moi je vais un peu improviser. Bon, comme l'a dit notre sœur Khadi, la loi sur la parité date de 2010 et avant moi, Abi également l'a souligné, les grosses difficultés, c'est son effectivité, son application sur le terrain. Vous avez dû voir, et on est toutes témoins de la situation, aujourd'hui, nos nouveaux gouvernants n'ont pas donné la part belle aux femmes. Alors, est-ce que ça va être réglé pendant, comme aujourd'hui particulièrement, nous sommes aujourd'hui à la date des législatives, est-ce que le tir va être, ça va être réglé sur les listes, comme on dit, qui vivra verra. Alors, cette loi prévoit donc, et Khadi l'a dit tout à l'heure, la parité absolue dans toutes les institutions, instances totalement ou partiellement électives. Et donc, l'Assemblée nationale est directement concernée. Elle prévoit également, et ça c'est la conséquence directe, que les listes de candidatures soient composées de personnes de même sexe, et comme elle a dit tout à l'heure, de façon alternative. L'objectif, bien sûr, principal, c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination, surtout à l'égard des femmes. Alors, l'implication de la parité dans les collectivités locales va se sentir, même si jusqu'à présent nous n'avons pas véritablement vu l'impact qu'elle peut avoir au niveau politique. Je vais grosso modo et rapidement lister un certain nombre d'obstacles qui font que cette loi, je ne dis pas a du mal à s'appliquer, mais qui sont encore très forts et qui devraient nous amener peut-être à un certain nombre de stratégies. Bon, les obstacles, bien entendu, c'est la faible participation des femmes. Alors, moi je dis, c'est pas suffisant de parler de la faible participation des femmes. Il faut peut-être au-delà, et ça c'est dans les stratégies, de la faible participation des femmes, se demander pourquoi les femmes participent faiblement à toutes les instances. Il y a plusieurs facteurs. Bon, il y a un facteur de sensibilisation, de formation, d'éducation, et il y a également, et tout ça c'est lié, il y a un facteur qu'on ne souligne pas suffisamment, au risque de choquer un peu, je dirais un facteur, des facteurs socio-culturels, ça tout le monde le sait, hein, et je disais au risque de choquer un peu, je le dis parce que j'ai participé directement à la formation d'associations, d'une association de quartier. Les femmes sont très mobilisées quand il s'agit de créer quelque chose, de fonder des instances importantes, mais dès qu'il s'agit de prendre des postes de décision, il y a un problème d'estime de soi. Je ne le justifie pas, hein, j'explique juste. Et ce qui se passe, c'est que il y a un manque de confiance, il y a un certain nombre de contraintes socio-culturelles. Donc je pense que dans les stratégies, il y a beaucoup à faire pour sensibiliser aussi bien les femmes, bien entendu, en premier lieu, mais également les hommes. Alors, on parle beaucoup de masculinité positive pour les violences. Je pense que dans les stratégies, il faudrait également inclure ce concept pour pousser les hommes à un peu plus de résilience. Donc ça, c'est également un obstacle. La résilience qui fait que, je donne un exemple, que par exemple, les réunions ne se tiennent pas la nuit ou ne se tiennent pas à l'heure des repas. Donc ça, ce sont des obstacles majeurs qui font que, indépendamment peut-être de l'estime de soi ou de différentes contraintes, que les femmes puissent participer. Et pour les faire participer, il faut qu'on les implique et non pas simplement qu'on les prenne comme des bêtes électorales. Voilà. Ensuite, donc j'ai parlé de contraintes socio-culturelles, de formation, sensibilisation.
de renforcement également des structures de veille et de suivi. Tout à l'heure, on a parlé de l'observatoire, etc. Je ne sais pas à la date d'aujourd'hui quel est l'état de toutes ces structures qui ont été mises en place et est-ce qu'elles ont véritablement les moyens de pouvoir assurer la veille et le suivi. Et enfin, même au niveau de la sensibilisation, je dirais peut-être les instances judiciaires, peut-être qu'il y aurait un travail également de pression ou de, je ne dis pas formation parce que la formation existe, de lobbying à faire, ça c'est encore une stratégie, auprès des instances judiciaires, des magistrats, des juridictions qui peinent quand même à faire appliquer cette loi quand il s'agit de certaines sensibilités. On revient encore aux pesanteurs socioculturelles. Tout le monde se souviendra des listes de Touba, Mbaké, etc. Oui, il est hors de question, mais ça c'est le pays, où il est hors de question d'intervenir, encore moins d'annuler une liste. Et qui plus est, si vous aviez le malheur même d'y aller, je me souviens qu'il y avait une délégation qui avait voulu aller là-bas, on les avait menacés de femmes en disant si vous venez, voilà grosso modo. Je m'excuse d'avoir un peu improvisé, mais bon, c'était pas préparé. Et je pense qu'au cours de la discussion, peut-être qu'on pourra approfondir certaines questions. Merci beaucoup. Juste une chose que je voudrais donner. J'insiste beaucoup sur la résilience et la masculinité positive. Nous sommes dans une société, on nous dit toujours on est la majorité. On n'est pas la majorité. Les dernières statistiques montrent qu'on est moins de 50%. Bon, mais on n'a pas le pouvoir. Et moi, je crois que demain, le pouvoir appartiendra aux femmes. En fait, on a le pouvoir de fait, mais dans la loi, on ne l'exerce pas encore. La résilience des hommes. Je donne juste un exemple qui est personnel. Depuis hier, j'ai dit à mon mari, je dois participer à des séminaires, je vais être là toute la journée, etc. Comme beaucoup de femmes, j'ai tout préparé, le repas, tout et tout. Mais on m'appelle en me disant, qu'est-ce que je mange alors que j'ai tout préparé? Ça, voilà. Alors que j'ai tout sorti. Et ça, je dis moi, mais c'est toutes les femmes. Donc, apprendre aux hommes à ce qu'ils soient un peu plus résilients et qu'ils puissent permettre aux femmes de participer à des instances de décision, que ce soit politique, à des réunions, à des heures tout à fait, pas à des heures indues, ni à 2 heures du matin ou minuit, etc. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, ça doit faire partie des stratégies. Merci encore. Merci beaucoup, maître. Merci. Et c'est vrai que cette anecdote est partagée par toutes les femmes. Je pense qu'elle a posé un problème fondamental, mais qui est, à mon avis, fondamentalement socioculturel. C'est ce que doit endurer la femme, le coût que doivent payer les femmes pour avoir leur pleine expression dans la vie politique de tous les jours et dans les élections. Et je suis d'accord également avec elle quand elle parle de la positivité masculine. Les hommes doivent être éduqués. Et ce forum africain qui a été tenu ici il y a 2 ou 3 ans au Sénégal, je pense que toute sa pertinence dans l'éducation qu'on doit avoir des hommes. Parce qu'au nom de quoi une réunion politique de parti doit se dérouler tard dans la nuit, jusqu'à 3 heures du matin. Parce qu'au-delà des femmes politiques membres de ce parti, il y a également leurs épouses à la maison qui les attendent. Ils doivent les respecter. Ne permettent pas aux épouses de rester dehors. Donc quand on est... Autant ils doivent se respecter à leur propre épouse qu'à leurs camarades de parti. Donc je pense que là c'est un débat quand même qui est intéressant de soulever et pour lequel il est bon quand même de faire des plaidoyers et beaucoup de sensibilisation pour que quand même les heures soient revues, etc., pour que les gens puissent quand même avoir les mêmes chances. Effectivement, les décisions fondamentales dans les partis, tout le monde sait que ça se prend très tard dans la nuit, quand les femmes sont déjà parties. Et ça également, c'est un facteur quand même de vulnérabilité pour les femmes. Donc, mais je pense que j'ai donné faire le 3e panel. Je vais donner la parole à Oumou Khayri sur les enjeux de l'élection législative. Sur le renforcement des capacités des parlementaires.
Oumou Khayri, tu as la parole. Alors. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Et comme certaines, je ne suis pas bien préparée, mais peut-être que j'ai la tête moins pleine ou bien moins bien faite. Marème, tu es là. Donc la question centrale, c'est on s'est battu pour la parité. On entre en principe à l'Assemblée paritaire, hommes et femmes, au même nombre. Donc on est là maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir cette dynamique d'égalité, d'équité, pour qu'il n'y ait pas d'exclusion au niveau des femmes. La grande question, c'est comment cette démarche paritaire peut engendrer des formes nouvelles de participation citoyenne qui se fondent certes sur les rapports sociaux de sexe, mais qui transforment les dynamiques qui étaient là. On est dans des sociétés où quand on parle d'égalité ou de respect des droits au niveau du Parlement, on ne peut pas seulement mettre l'accent sur la dimension juridique. La loi, c'est la dimension juridique. Mais il y a tous les aspects socio-culturels qui sont là. Il y a des facteurs d'exclusion qui sont d'emblée là. Mariama et Patricia étaient en train de parler de la pression des maris sur nos agendas, etc. Mais quand on est à l'Assemblée, il y a d'autres facteurs également qui pèsent sur la place des femmes, sur l'action des femmes, etc. On a d'abord dans l'accès au poste de décision, on a privilégié les hommes d'abord d'emblée. Donc on a vécu ça. Dans les partis, les femmes se sont battues quand il y a eu élection, les instances, on a voulu que les femmes soient là, mais les hommes ont été privilégiés. Donc c'est une grande question. Donc il y a des enjeux et des défis très importants. On a accédé à l'Assemblée nationale de façon paritaire entre guillemets. De façon paritaire entre guillemets. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour que l'égalité soit là, maintenue? Il y a des questions en termes de renforcement de capacité. Nous sommes interpellés en tant qu'organisation de la société civile qui travaille sur les questions de genre, sur les questions de droits humains, sur les questions des droits des femmes, sur la lutte contre les discriminations, les violences, etc. Nous sommes interpellés. Un des premiers défis importants, c'est comment c'est d'abord comme titré, c'est le leadership des femmes. Comment on va procéder pour que d'emblée les femmes puissent exercer un leadership aussi fort que celui des hommes, un leadership qui amène à respecter les relations entre les hommes et les femmes, à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, etc. L'Assemblée nécessite un certain nombre de tâches, d'obligations, de devoirs, etc. Souvent, les femmes sont, entre guillemets, moins bien préparées. Je dis entre guillemets parce que je me rends compte de plus en plus dans ces secteurs-là que les femmes ont d'énormes capacités. La grande question, c'est qu'on ne valorise pas suffisamment les choses. Comment nous, on va faire en sorte de dire, voilà les défis et les enjeux et les tâches qu'un député doit exercer pour que les femmes
ait ces capacités-là. Donc la question de la formation des femmes en termes de gestion, en termes de mobilisation, de plaidoyer, de lobbying, etc. Parce que ce que les parlementaires font, ça doit amener un changement dans cette société-là actuellement où nous voulons vraiment moi je dis toujours la souveraineté. Actuellement, ce qui nous importe, c'est la souveraineté. Comment on doit faire pour que les femmes contribuent à cela, comprennent cette question-là, travaillent sur ces questions et qu'on ait dans nos services publics également des programmes, des projets, en tout cas des mécanismes qui apportent quelque chose, qui changent quelque chose, qui fassent que les situations, les aspirations, les réalités dans lesquelles vivent les hommes et les femmes changent réellement. Qu'on ne soit plus obligé de dire que les hommes doivent être devant ou derrière, que ça ne soit plus un problème. Moi, je pense que nous, en tout cas, on ne va pas faire cette veille seulement sans rien après. On doit construire un programme de renforcement des capacités des femmes parlementaires et des hommes également, des jeunes. On l'avait déjà fait quand on était dans les ministères, mais l'approche est différente. L'approche est différente. Qu'on travaille sur des thématiques qui changent nos réalités, qui nous amènent dans d'autres sphères, qui amènent le Sénégal et l'Afrique à peser au plan international, à développer d'autres types de partenariats. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons voulu faire l'observation électorale. J'en parlais hier avec l'observation électorale. On n'a pas eu de financement. C'est quoi ça? C'est quoi? Il faudrait qu'à partir de maintenant, on réfléchisse sur toutes ces questions et qu'on décide de rompre. Et je crois que quelqu'un disait hier à la rencontre de Ndioro que les femmes qui sont à l'Assemblée ne lui ont rien apporté. Mais comment on est à l'Assemblée? Comment on travaille? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on change? Comment on fait pour que nos écoles changent, pour que nos contenus, les contenus de l'éducation changent? Oui, les curricula également au niveau politique. Au niveau politique, on avait beaucoup de femmes qui étaient dans le secteur politique, qui se sont découragées, qui ont changé, etc. Comment on va faire pour travailler ensemble? Donc, le dernier mot, c'est vraiment que nous, parmi les programmes qu'on va mettre en place, qu'on construise un programme de formation, de renforcement de capacité des femmes parlementaires et des jeunes, mais également des femmes aspirantes, pour que la prochaine fois, on ne soit plus à ce stade. Merci beaucoup, Madame Kenda. Merci beaucoup, Moukhaïri. Tu n'as pas du tout fait... Oui. Nous vous disons bienvenue. Vraiment, c'est également un pilier très solide de l'AGS. Merci d'être là avec nous. Merci. Donc je reviens à l'exposé de Oumou Khayri pour la remercier. Et je disais que Oumou, tu n'as pas du tout fait hors sujet et que vraiment tu as posé le problème du renforcement des capacités des femmes à l'Assemblée. Parce que le problème fondamental qu'a posé Oumou Khayri, c'est les femmes. On a obtenu la parité, oui, mais comment on en use? Quelles sont les femmes qui nous représentent à l'Assemblée nationale? Comment elles se comportent? Est-ce qu'elles ont la capacité
la formation qu'il faut pour vraiment se défendre ou défendre la cause des femmes. Ça, je pense que Patricia Labrosset, elle est allée beaucoup plus loin dans le détail de cette capacitation et de cette nécessité absolue de former nos femmes pour vraiment bien faire ce à quoi elles sont destinées, plutôt qu'à faire de la mobilisation ou de l'animation seulement dans les instances politiques. Donc, en un mot, comment développer vraiment le leadership des femmes et les amener à l'exercer vraiment dans les instances de décision où elles sont promues. Et elle nous incite à peut-être réfléchir et concocter un programme de formation et de capacitation des femmes pour qu'en dehors même de ces périodes électorales, qu'on le déroule de façon permanente, de façon également à permettre à toute femme d'avoir une capacité conséquente pour éventuellement briguer ces postes et si elles sont désignées, comment vraiment l'exercer et faire tirer les femmes le maximum de profit. Donc je pense que le débat est bien campé pour ces 3 thèmes et si vous le voulez bien, on va ouvrir le débat, que chacune dise son point de vue, s'il y a des contributions à faire, des questions à poser aux panélistes, on peut commencer ça tout de suite avec votre permission, Madame la Présidente. Donc, les débats sont ouverts. Je vous remercie, Madame la modératrice. Donc, je voudrais vraiment féliciter et remercier tous vos panélistes pour leur partage très brillant qui ont permis de camper les enjeux. Et moi, je vais insister réellement sur la nécessité de renforcer les capacités des parlementaires. C'est d'autant plus important pour moi qu'à l'Assemblée nationale, on va se retrouver dans des logiques partisanes très fortes. Et les femmes, comme les hommes, auront tendance à écouter plus les mots d'ordre politique qu'à se pencher sur autre chose. C'est parfois très difficile de travailler à renforcer leurs capacités. Donc c'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec la proposition de Oumou Haïri, tout juste après l'installation de la 15e législature, voir comment nouer le partenariat avec le réseau des femmes parlementaires pour renforcer leurs capacités, d'abord sur des questions générales, mais également sur des questions de plaidoyer que nous voudrions les faire porter. Il me semble qu'il y a énormément de choses. Tout à l'heure, quand vous avez dit cette anecdote-là, quelqu'un qui dit « Je ne vois pas pourquoi je voterai pour les femmes parce que je n'ai pas vu la plus-value qu'elles ont apportée. » Il faut qu'on travaille dans la dynamique de pouvoir faire percevoir cette plus-value amenée par la parité. Pour moi, c'est un défi important qui va passer par le renforcement de capacités des femmes, qui va passer par le portage de dossiers sociaux par les femmes députées. Voilà, c'était à ce niveau-là. Maintenant, quant aux obstacles, disons, par rapport à l'application de la parité, donc cela veut dire que cette loi-là, elle existe, mais nous devons travailler pour la faire accepter, pour la protéger, pour la consolider. Parce que toujours, nous voyons qu'il y a beaucoup de défis, surtout quand on installe le bureau de l'Assemblée nationale et les commissions. Nous savons que pour la 4e législature qui a été dissoute, sur les 14 commissions, il n'y en a que 4 qui ont été présidées par des femmes. L'Assemblée nationale elle-même qui vote les lois ne se les applique pas. Il y a un réel problème et qui justifie, à mon sens, cette nécessité de travailler davantage avec le réseau des femmes parlementaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Présidente. Tout d'abord, je tenais à remercier les panélistes par rapport à la clarté de leurs interventions. Donc, par rapport à la parité, ce que moi je voudrais savoir, on parle des élections électives et semi-électives. Donc, la notion de semi-élective, est-ce que ça renvoie la plupart du temps à la mise en place des bureaux qui ne sont pas toujours respectés? Ça, c'est une question que je pose. L'autre aspect, c'est par rapport à la participation des femmes en tant que leaders. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un faible taux de femmes chefs de parti. Si on n'a pas de femmes chefs de parti, ça va être difficile d'avoir des femmes comme tête de liste. Lors des élections législatives passées, on avait une femme tête de liste, Mimi Touré, qui a sillonné tous les territoires nationaux et au finish qui a été victime d'injustice. Et là, je me dis, les gens ne l'ont pas décrié, mais moi, je trouvais ça comme une injustice parce que je pensais que c'était nécessaire que les femmes
se lève pour dire que vraiment, on ne peut pas comprendre que des femmes se battent, que des femmes aient des compétences et qu'au finish, qu'elles soient mises de côté, même si on n'est pas d'accord avec elles par rapport à tout ce qu'elles font, mais au moins, dans le domaine où elles évoluent, vraiment, elles ont montré leur leadership. Donc ça va permettre vraiment aux hommes de faire attention aux femmes. Et je dis aujourd'hui, ce sont les femmes qui élisent les hommes. On a une femme qui était candidate à l'élection présidentielle, Anda Babakar. Mais qu'est-ce qui l'empêchait aujourd'hui aux élections législatives? De partir avec sa liste, c'est-à-dire son parti. Comme ça, on aura une femme chef qui commanderait tête de liste. En plus, demander aux gens vraiment de les soutenir. Et pour finir, la relève intergénérationnelle. Aujourd'hui, c'est important. Il faudra aujourd'hui que les femmes vraiment puissent accompagner les jeunes, les soutenir pour qu'on puisse avoir une relève. Parce que le changement, comme je dis, c'est un processus. Aujourd'hui, on doit travailler avec cette jeune génération, les engager à faire de la politique, mais aussi à oser diriger des partis politiques. Parce qu'on a vu nos mamans qui ont essayé avec les Mimi Touré, avec les Aïssata Tall Sall, mais ça n'a rien donné. Au finish, elles se sont rangées derrière les hommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aminata. Merci, Madame la modératrice. Je félicite nos sœurs qui ont introduit la thématique et voudrais peut-être donner un point de vue. Car nous avons la loi sur la parité depuis 2010. Mais nous n'avons jamais eu d'institution égalitaire. Comment corriger? Je crois que quand on a eu cette loi, le président de la République avait dit que nous avons notre loi et qu'on avait, je ne sais pas, un décret d'application ou bien on avait un décret d'application, mais on pouvait avoir aussi d'autres décrets d'application. Et moi, j'en viens sur les décrets d'application. Parce qu'on a une loi sur la parité, mais on n'a pas d'égalité dans les structures. Donc, on doit demander un autre décret d'application qui s'appuiera sur la discrimination positive. Une discrimination positive en comptant sur la diligence des structures, des partis politiques qui s'affirment à participer aux échéances. Si on dit que, parce que la plupart des partis sont dirigés par des hommes, mais si on dit que, vu le rang, je ne sais pas comment m'expliquer, la diligence des partis, celui qui vient en premier a sa tête de liste homme, celui qui vient en deuxième, sa tête de liste femme, et ainsi de suite. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir nos institutions-là égalitaires, que ce soit sur le plan des institutions où l'on demande la parité et des institutions semi-électives, oui. Donc, je crois qu'on doit demander un autre décret d'application qui se fera sur la base de discrimination positive pour les femmes, et cette discrimination positive doit s'appuyer sur la diligence des partis politiques qui demandent des lois, parce que les femmes ont toujours été dynamiques. Ce sont les femmes qui mobilisent, ce sont les femmes qui travaillent pour les hommes, mais n'ont toujours pas leur place dans les institutions. C'est ce que je voulais donner comme contribution. Bonjour à tout le monde, hein. Excusez-nous pour le retard, mais nous prenons le train en marche comme d'habitude, c'est ça l'action des femmes. C'est bien. On est là à tout moment, à n'importe quel moment. Merci beaucoup, et voilà, je félicite un peu Etouyam pour ces thèmes qui ont été posés, et je voudrais un peu m'inscrire dans cette problématique de la formation des femmes. Parce que tout le monde s'interroge, quel est le rôle qui attend une députée déjà? Et les gens ont été portés en fait à la législature sans avoir aucune formation. C'est l'expérience qui nous l'a montré aujourd'hui, et surtout les femmes. Et je pense que, comme elle l'a dit, félicitations pour Oumoul Khairi. Effectivement, les femmes ont besoin de formation.
pour ne pas faire de l'Assemblée une caisse de résonance. D'autant plus que le gouvernement a bien annoncé que c'est un gouvernement de rupture. Donc c'est à nous de marquer cette innovation, d'aider nos femmes. Et je pense que je voudrais m'inscrire sur d'abord le volet leadership. Le volet leadership, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne aux femmes à parler d'abord. Et il y en a qui ont été portées accidentellement sur la scène politique. Qu'elles apprennent à prendre la prise de parole publique, c'est très important. Qu'elles apprennent à argumenter, à défendre leur argumentaire. Qu'elles apprennent à être formées sur le cadre réglementaire de l'Assemblée. C'est très important parce que comment faire la distinction entre une loi, un décret et autre chose? Comment comprendre une loi d'orientation? Comment lire un budget? C'est très important. Et non seulement ça, il faut qu'on apprenne aux femmes à connaître l'organisation même de l'Assemblée nationale. On parle de commission, n'est-ce pas? Pour qu'elles puissent défendre et s'approprier effectivement certaines commissions, comme on a déploré, qu'il n'y a que 4 commissions dans la législature passée. Je voudrais dire également que cette formation en leadership, c'est très important. Ça permet aux femmes de porter un leadership, de défendre un plaidoyer et d'appréhender le rôle de la femme devant un public. Voilà un peu les contributions que je voulais apporter. Et je pense qu'on peut encore accroître l'éventail de cette formation, de ce programme de formation. Je vous remercie. Merci aux panélistes et félicitations. Moi, je vais revenir un peu sur les obstacles à l'application de la parité. Ces obstacles sont dus, oui, par les pesanteurs socioculturelles, mais c'est aussi par la non-connaissance, la non-compréhension de la parité au sein des partis et de la communauté. La parité au sein des familles, d'un ko gisee comme yow da nga war a sol pantalon à la place de l'homme, alors que du loolu. Donc il n'y a pas compréhension. Ndax soo ñëwee ci biir famille ñu naan la tey nag kon ñun ñoo war a dem toggi ñooy dugg sa waañ wa, ça pose problème. Et Patricia a parlé des obstacles, de l'anecdote là de son mari. Tout le monde a vécu ça. Man bukki laa tuddoon yéen ana seen yaay bukki. Mais là les femmes se laissent faire. Non, on m'appelle bukki. Je vais montrer que je ne suis pas bukki. Et je dansais bukki njuur samba la indi fii xanaa sëy rek. Quand on me dit bukki, je répondais par ça. Et je ne me laissais pas faire. Et à la longue, mon mari est devenu un ami, un souteneur. Et c'est ça. Donc, nous avons beaucoup de choses. Nous devons nous battre. Nous devons aussi, on ne va pas nous battre avec des bâtons, mais nous battre avec même des mots, des phrases, et puis être résiliente. C'est ça. Des attitudes positives. Mais aussi le renforcement des capacités, il le faut. Ce n'est pas au niveau des femmes à l'Assemblée seulement, mais au niveau des familles, de la communauté. Il faut le faire. Il faut renforcer la capacité parce que on a dépassé le stade des femmes guirlandes. Quand on nous mettait là en rang pour recevoir les autorités, ainsi de suite. Ça, on l'a dépassé. La parité est là. Il faut se battre, il faut lutter pour que la parité soit reconnue par tout le monde. Et ça, le renforcement des capacités, c'est ça qui va changer tout. Donc, c'est ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Et merci aux différentes panélistes également pour la clarté et la richesse du contenu de leur communication. Je voulais aussi remercier Eutou Diam et les féliciter également
Parce que moi, aujourd'hui, je suis observatrice. Avant de venir ici, j'ai été allée voter. J'ai voté avant de venir. Et j'ai fait même 5 écoles avant de venir. Mais je tenais à ma présence ici, vu l'importance avec les organisations féminines, non seulement, mais comme nous l'avons dit, et je pense que les efforts doivent être conjugués avec les femmes pour que nous réussissions ce que nous voulons faire. Bon, ce que je voulais dire, c'est insister sur le renforcement des capacités des femmes qui seront à la 14e législature. Parce que nous, en tant que femmes handicapées, nous avons été sur toutes les listes. Parce que d'habitude, on parle d'inclusion et tout le monde veut mettre des femmes handicapées ou bien dans leur liste. Et en fait, on les comprend, c'est pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Parce qu'on ne peut pas développer un pays en laissant en rade une marge de la population. Nous avons magnifié nos sœurs handicapées, le fait de mettre dans les listes électorales nos sœurs handicapées. Je pense que ça, le comité des femmes magnifie ça. Mais souvent, c'est des femmes qui ne sont pas politiques. C'est des femmes qui ne connaissent pas nos lois, nos tests et nos règlements souvent. Donc, et maintenant, je dis qu'il faudra les capacités. Parce que nous, en tant que femmes handicapées, nous avons des besoins spécifiques, nous avons des droits spécifiques. Et je parle sous le témoignage de Mme Kosef, Mme Seyna Boumbay, que nous avons eu à travailler dans beaucoup de choses sur ça. Parce que le COSEF tient compte de nos recommandations et nous avons même fait une formation sur les droits des personnes handicapées avec le COSEF. Maintenant, ce que nous recommandons, c'est de capaciter ces femmes sur les droits spécifiques des femmes handicapées, non seulement, mais de connaître l'Assemblée générale, les structurations et ce qui va se passer à elle. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je tiens à féliciter les différentes interventions qui ont posé justement des questions pertinentes, qui ont suscité également des réflexions. Moi, je vais intervenir sur l'accompagnement des candidates. L'accompagnement des candidats, des parlementaires, parce que l'accompagnement des candidates, on l'a déjà dépassé. Je pense que plusieurs organisations se sont mobilisées justement pour permettre aux différentes candidates d'être capacitées. Madame la modératrice, oui. Je peux? Oui, oui, excusez-moi. Merci. Alors, d'être capacitées, mais ce qu'on attend de tout ça, c'est que demain, celles qui seront à l'Assemblée nationale puissent porter fièrement le titre de femme parlementaire. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous avons beaucoup de choses à faire avec elles. Parce que, comme vous le savez toutes, les femmes de la 14e ou de la 15e législature ne sont pas formées. Donc c'est vrai que je pense qu'il est important d'insister sur le rôle et la responsabilité du parlementaire ou de la parlementaire. Parce que c'est important qu'elles sachent qui elles sont, qui elles représentent, mais également de connaître l'institution dans laquelle elles sont. Alors, au-delà de ça, on a beaucoup parlé de la loi sur la parité, c'est vrai. Je ne reviens pas sur tout ça, mais j'aimerais juste pointer du doigt le fait qu'au sein de l'Assemblée nationale, le problème que nous avons rencontré et que nous continuerons peut-être à rencontrer, c'est qu'à la tête de ces institutions, nous n'avons pas de femmes. Ni de femmes secondes, ni de femmes tout à fait à la tête. Alors donc, on a eu la chance d'avoir une femme, deuxième femme, comment on appelle ça, vice-présidente. Je pense que c'était Awa Gueye, qui était vice-présidente, première vice-présidente. Alors, avec des logiques politiques, on l'a fait sortir parce que je l'avais invitée quand même pour qu'elle explique ce qui s'est passé. Alors donc, on l'a fait sortir pour la remplacer avec un homme. Et c'est ce qui se passe dans les collectivités territoriales également. Et c'est pour cela que nous avons le cadre qui permet en tout cas de suivre
l'application de la loi sur la parité, de mettre le doigt sur les dysfonctionnements et d'interpeller les juridictions compétentes pour justement casser ces bureaux qui ne sont pas paritaires. Et je crois que pour nous aujourd'hui, l'enjeu vraiment important, vous l'avez tout souligné, c'est d'accompagner ces femmes. Mais nous ne pouvons pas accompagner ces femmes sans pour autant y impliquer les hommes. Et ça, c'est important. Il faudrait peut-être qu'on sorte de ce cadre fermé dans ces institutions-là, que ça soit seulement pour les femmes. Il faut impliquer certains hommes leaders qui sont dans ces institutions-là pour qu'ils soient conscientisés. Quand on parle d'institutions d'ailleurs, la loi sur la parité, c'est les institutions électives et semi-électives. On a tendance à oublier que ces institutions-là, ce n'est pas que l'Assemblée nationale, c'est le Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est le Conseil économique, social et environnemental, etc., etc. Et toutes ces institutions ne respectent la parité. Aucune institution ne respecte la parité. Donc, il est important pour nous de faire le diagnostic de tout ça et de mettre en place des stratégies pour permettre à ces institutions de respecter la loi sur la parité. Mais bon, merci beaucoup. Merci, Présidente. Je pense que c'est bon de parler en dernier parce qu'on ne revient pas sur beaucoup de choses. Je dois juste dire que je suis fondamentalement d'accord avec toutes celles qui ont dit qu'il faut accompagner et qu'il faut renforcer les capacités. Je pense, Présidente Seynabou, Présidente Rocky, parce que c'est surtout le COSEF qui est spécialisé dans ça, que nous devons continuer à avoir cette formation, ce renforcement des capacités des femmes parlementaires, travailler avec le réseau des femmes parlementaires. Mais je pense que nous devons élargir aussi ces formations à d'autres personnes, d'autres hommes, à des hommes qui ont un leadership, qui sont capables de faire avancer la transformation du Parlement et que ces hommes-là soient aussi avec nous. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais je sais qu'il y a très longtemps, quand on venait de Beijing, il y a plusieurs lois, par exemple la loi sur les mutilations génitales et tout ça. Nous avions travaillé avec les femmes, mais nous avions aussi travaillé avec des hommes qui étaient capables de porter cette problématique. Et c'était le ministère de la Femme, avec le COSEF, qui avait impulsé ces formations-là. Maintenant, je crois qu'il y a deux questions qui se posent par rapport à notre thème de ce matin. La première, c'est pourquoi, en dépit de la loi sur la parité, nous n'avons pas encore eu d'assemblée paritaire. C'est Mbenda qui reposait cette question. La deuxième, c'est comment est-ce que nous consolidons ce qui est acquis, la loi sur la parité, pour la conserver, et comment est-ce que nous l'élargissons, et comment est-ce que nous élargissons la parité à toutes les fonctions nominatives ou bien à une partie des questions nominatives. Et je crois que la question telle qu'elle se... Bienvenue à nos parents des Nations Unies. La question telle qu'elle se pose, elle est celle-là. Bon, Nations Unies. Moi, je pensais que pour élargir, pour avoir une assemblée paritaire, hein, je me disais simplement que si nous n'avons pas eu d'assemblée paritaire jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est simplement un problème technique. Un problème technique, c'est que la majorité des députés sont élus sur la départementale, et sur la départementale, ce ne sont pas des nombres pairs. Et je pense que peut-être que nous devons maintenant aussi commencer à nous battre pour que tous les départements présentent un nombre de députés pairs. Parce que si c'est des nombres de députés pairs qui sont dans des départementales, nous n'avons plus besoin de nous dire que la tête de liste de la départementale doit être une femme. Si on arrive à faire en sorte que toutes les listes départementales soient des listes paires avec un nombre pair de députés,
4 députés, 6 députés. Et ça, peut-être que les gens vont toucher à la carte électorale et nous devons d'ores et déjà nous lancer dans une campagne pour cela. Parce que c'est la seule façon de réduire l'écart. Parce que si on fait ça, ça va être simplement l'écart d'une personne de façon aléatoire. En tout cas, parce que sur la nationale, elle ne pose pas un grand problème. C'est la départementale qui pose un grand problème. Ça, c'est un problème technique. Maintenant, je pense que la deuxième chose sur laquelle nous devons agir, c'est effectivement avoir des femmes qui ont des partis politiques, mais c'est transformer la société. Les femmes n'ont pas de parti politique, elles ne sont pas ceci, cela. Il y a aussi le problème des alliances, mais je crois que ce qui est fondamental, c'est que, et ça, c'est nous les femmes qui avons la responsabilité d'éduquer les garçons et les filles qui pouvons agir de façon très pérenne sur cela. Et je crois que peut-être qu'avant de quitter ici, nous devons nous dire aussi, est-ce que nous devons saisir ce momentum où nous sommes ensemble pour engager quelque chose, une discussion avec toujours les autorités sur les fonctions nominatives. Parce que ça aussi, ça pose un grand problème. Merci, Président. Vous devez m'applaudir parce que j'étais résiliente. Absolument, Marema. Tu as été résiliente et très conciliante. Mais tu as été résiliente et conciliante. Machallah. Et non, c'est Marema seulement. Et Marema, tu as tout à fait. Marema, je suis tout à fait d'accord avec votre conclusion. Je pense que on est tous d'accord ici sur la nécessité absolue de former, de renforcer les capacités des femmes, mais également de réfléchir sur les voies et moyens de renverser cette tendance à maintenir l'inégalité entre les femmes et de chercher les raisons, les causes. Et là, entre autres, Marema vient de poser une de ces causes sur la nature de ces listes et la façon de confectionner ces listes. Donc, je suis également d'accord avec son idée que dans cette salle où nous sommes toutes ensemble aujourd'hui, de jeter les bases d'une discussion ou même d'une action pour mettre sur pied quelque chose qui va dans le sens de la formation tout de suite après les élections, de démarrer la formation, le renforcement des capacités des femmes et de continuer de faire ça de façon vraiment permanente au lieu de le faire à l'occasion des élections ou des veilles des élections. Parce que ça se fait. Moi, je sais que personnellement, au niveau de la geste, lors de la 13e législature avec Awagay, on a essayé de les accompagner. Mais le problème est très profond et multiforme. Donc, je pense que plutôt on se mettra à pied d'œuvre pour renforcer les capacités de ces femmes, mieux ça vaudra pour nous. Maintenant, je vais peut-être redonner la parole aux panélistes pour que chacune d'entre elles réponde en ce qui la concerne aux questions qui lui sont attribuées. Présidente. S'il vous plaît, avant de redonner la parole aux panélistes, parce que nous avons des points forts issus de ce panel et qui seront portés en recommandation dans la déclaration que nous allons faire demain. C'est extrêmement important. Absolument. La recommandation, s'agissant d'avoir une liste, les listes départementales paritaires, ça c'est extrêmement important. C'est fort. La recommandation également d'engager avec les autorités comment on dit, une communication en tout cas avec les autorités sur les fonctions nominatives, ça c'est extrêmement fort, d'autant plus qu'on l'avait demandé lors des dernières élections. Lors des dernières élections, ça avait figuré en recommandation dans la demande de Etudiam. Cette fois-ci, on va porter cela également en recommandation demain dans notre déclaration. C'est ça que je voulais dire, Présidente, pour ne pas également perturber, mais c'est pour retenir ces points qui seront en recommandation. D'autant plus que le Sénégal, Maître Lake, a ratifié le protocole de Maputo. Et son article 9, le Sénégal l'a ratifié sans réserve. Et l'article 9 porte sur la parité au niveau des instances
électives et donc, il n'y a pas maille à partir. Voilà. Non, 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 c'est une recommandation. Je tiens à ça, Présidente, pour dire que ça va aller dans les recommandations. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Moi, Présidente, alors, merci beaucoup. Je vais redonner la parole aux panélistes pour qu'elles répondent, comme j'ai dit tout à l'heure, chacune en ce qui la concerne, aux interpellations qui lui sont adressées. Donc, je commence par ma droite. Khairi. Moi, je voudrais dire une seule chose. Une de nos grandes responsabilités aujourd'hui, c'est d'arriver à inscrire dans la tête de tout le monde que être en position de leadership ne signifie pas occuper une instance de décision forcément. Nous devons travailler à faire en sorte que les femmes puissent développer leur leadership, influencer, introduire des innovations, même si elles ne sont pas dans ces instances. On doit travailler à ça. Merci. Merci, Présidente. Je remercie surtout les interventions qui ont eu lieu, pour la plupart des contributions pertinentes. Et la Présidente Penda a raison de dire que je retiens pour les recommandations et la déclaration de demain. C'est très, très important. C'est pourquoi les débats sont vraiment à saluer. Et il est ressorti de ces débats des propositions très pertinentes. Surtout pour la formation. Je pense que c'est Nabou, la présidente du réseau, ne l'a pas dit. J'ai assisté avant-hier jeudi à une activité qu'elle a organisée. J'ai juste participé à la cérémonie d'ouverture, mais il était question de mettre en place un réseau pour les femmes et les finances publiques. Quand j'écoute la radio, je me dis que bon, est-ce que les candidates et candidats comprennent le rôle de député? Parce que souvent dans leur campagne, ils parlent de réalisation, d'action. Nous allons faire de ça dans le quartier. Je dis que bon, peut-être il y a confusion entre le rôle de député et le rôle de maire. Je pense qu'agir, développer des stratégies, ça c'est un rôle de maire. Quant aux députés, c'est le vote des lois. Et quelles lois? Et comment contrôler l'action du gouvernement? C'est tellement important. Il y a eu tellement de réformes dans les finances publiques, dans l'élaboration du budget, la budgétisation, les nouveaux concepts de l'administration, les procédures qu'un député doit pouvoir maîtriser. Et je pense que nous allons commencer par ça, à former nos députés à comprendre le rôle. Heureusement qu'il y a un panel qui va suivre sur le rôle et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est très, très important qu'on mette l'accent sur ça. Je pense qu'il y a une seule question qui m'a été posée par Aminata Violette Cham par rapport aux instances électives et semi-électives. On parle de semi-électives quand l'instance comprend des membres nommés et des membres élus, comme c'est le cas avec le Haut Conseil des collectivités territoriales et comme c'est le cas avec le Conseil économique, social et environnement. On m'a interpellé à l'occasion d'une activité, une femme qui intervenait dans le secteur des chambres de commerce. Les chambres de commerce où les personnes sont élues et que la parité n'est pas appliquée là-bas. Je pense que c'est l'occasion de lancer ce plaidoyer pour les femmes qui s'investissent dans l'économie, dans le commerce, pour qu'elles puissent être représentées de façon paritaire au niveau des chambres de commerce du Sénégal. Merci et félicitations à tout le monde. Merci beaucoup. Bon, moi, je n'aurais pas grand-chose à ajouter. Juste une question subsidiaire qui a été posée, c'était par rapport à la bonne maîtrise de la loi sur la parité. Et c'est tout à fait vrai. La loi sur la parité, j'allais dire, entre guillemets, elle est plus politique qu'autre chose, que citoyenne, entre guillemets, ou que domestique. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est très pertinent
Il y a beaucoup, beaucoup de femmes et d'hommes. Et je pense qu'il est important que dans nos discours que nous associons maintenant les hommes, ça fait partie des stratégies, que la loi sur la parité, peut-être même plus pour les hommes, parce que c'est eux qui craignent. Les femmes, je dirais, pour revenir à Marema, elles sont formatées pour être résilientes. On est toutes résilientes pour pouvoir vivre dans cette société. Il faut apprendre maintenant aux hommes à l'être. Et c'est une des résistances des hommes. Dès que vous leur parlez de loi sur la parité, ils ne la comprennent pas, ils ne la connaissent pas. Même les femmes, certaines femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des femmes politiques, hein, beaucoup de femmes ne la comprennent pas, ne la maîtrisent pas. Et donc, je pense que même dans les renforcements de capacités, mais les renforcements des capacités, ce n'est pas seulement à l'endroit des parlementaires, c'est à l'endroit de la société. Enfin, ce n'est pas un renforcement de capacité, mais de sensibilisation. On a un plaidoyer et un devoir de sensibilisation, de diffusion de cette loi dans les forums, les forats, les femmes d'une façon générale, les organisations féminines, impliquées également des hommes, la JS. Je pense que tout le monde a sa partition à jouer pour faire comprendre aussi bien à l'échelle individuelle, collective, communautaire, que cette loi, c'est pas tu es à la maison, le bébé, c'est toi qui dois le prendre une partie de la nuit, ou un jour tu fais la cuisine, le lendemain. C'est pas ça, pas encore en tout cas. Je pense qu'on n'est pas prête encore pour ça. Voilà, donc je suis entièrement d'accord. Il faut faire beaucoup de sensibilisation dans la société à l'endroit des hommes et des femmes sur cette loi. Président Abdi, si tu permets, sur ce point précis, pour que ça puisse être pris en charge, est-ce que ça ne fait pas partie des missions de l'ONP, de l'Observatoire national de la parité, en lien avec les organisations? La formation, la sensibilisation. Non. La sensibilisation, le plaidoyer, l'information pour aller le plus loin possible dans les coins les plus reculés pour faire connaître la loi sur la parité et créer l'appropriation, le processus d'appropriation de la loi. Parce que moi, je me rappelle avec AJS, ça fait longtemps, je pense, ça avait commencé, mettre en place un observatoire au niveau des organisations, mais après, l'observatoire devait continuer et étendre ça, mais il n'y a pas eu véritablement de suite, quoi. Donc, moi, je me demande, est-ce que, Présidente Penda, au niveau des recommandations, on ne devrait pas intégrer donc cela au niveau de l'observatoire? Existe, c'est une institution et elle devrait nous servir justement dans ce cas-là. Mais si on n'y arrive pas, ça peut poser problème, quoi. C'est... Oui, ça c'est le réseau qui fait ça. Le réseau qui a été créé par l'Observatoire. Oui, ça c'est le réseau. Mais l'Observatoire en tant que tel devrait avoir dans ses missions ça. Bon, vas-y. Hein? C'est les organisations. Oui. Toi, tu es en train de dire non. Elle est en train de dire, doit l'avoir. Bon. Alors, moi, je ne suis pas membre de l'Observatoire. Hein. Je tiens seulement à préciser que l'Observatoire a mis en place en 2022 le réseau national de veille et d'alerte pour l'application de la loi sur la parité que je coordonne. Donc, toutes les femmes des différentes organisations sont membres de ce réseau. Alors, l'Observatoire, comme il le dit souvent, ils sont au niveau stratégique. Et au niveau opérationnel, ce sont les organisations de femmes et les organisations de la société civile. Mais l'Observatoire ne déroule pas une activité sur le terrain. Ce sont les organisations qui déroulent les activités sur le terrain. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. Merci. Voilà. On vous remercie pour les présentations claires et les réponses que vous avez apportées aux questions qui vous ont été posées. Nous remercions également toutes celles qui ont fait des contributions et posé des questions pertinentes par rapport aux thèmes qui ont été développés. Et pour tout ça, je vous dis un grand merci au nom de Otudiam, à qui nous appartenons toutes. Et nous disons la bienvenue à nos autres qui viennent d'arriver. Merci tout le monde.